Bonjour chers élèves, donc voilà la suite des corrigés du baccalauréat physique-chimie où je traite tous les sujets qui concernent un thème bien déterminé. Donc aujourd'hui on va continuer le thème circuit RL. Donc dans la première partie, j'ai déjà traité tout ce qui concerne les examens de 2018-2019, mais surtout j'ai fait une introduction au circuit RL, j'ai bien expliqué qu'est-ce que c'est qu'une bobine, quel est son rôle dans un circuit électrique. Il faut bien comprendre quel est le rôle d'une bobine dans un circuit électrique. Ensuite, j'ai expliqué comment se comporte le courant pendant l'établissement, pendant l'annulation du courant électrique, comment il varie en fonction du temps, comment varie la tension au bord de la résistance, comment varie la tension au bord de la bobine, pour une bobine réelle, pour une bobine parfaite. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur la première partie en cliquant sur la lettre I qui se trouve en haut de votre vidéo. Bien sûr, tous les sujets, comme d'habitude, vous pouvez les télécharger dans la description qui se trouve en bas de la vidéo. Aujourd'hui, donc, on va commencer par un sujet qui me paraît extrêmement important et vous allez comprendre pourquoi. Bien, donc j'ai choisi de commencer par ce sujet-là, baccalauréat 2008, session de rattrapage. Et donc, le but de traiter ce sujet, c'est deux choses. D'abord, comment travailler lorsque vous êtes en face d'un sujet où vous lisez quelque chose pratiquement que vous n'avez jamais vu, ce type d'énoncé, en plus où vous avez un grand texte. Alors, vous avez un texte qui est assez long et comment il faut faire dans ce cas-là. Donc souvent, le texte, c'est vraiment des introductions juste pour vous montrer l'intérêt physique. Or, quand vous êtes en face de l'examen, ce qui vous intéresse, c'est de répondre aux questions. Donc vous allez voir, tout ce texte-là ne va pas être utile quand on va répondre aux questions. D'accord ? Toujours, n'ayez pas peur quand vous voyez un sujet avec ici un système de lancement d'une étincelle dans un moteur de voiture. Il est basé sur deux circuits électriques. Tout ça, c'est uniquement physiquement comment on crée une étincelle dans un moteur électrique. Donc ça, il faut le lire une seule fois, mais s'il y a une information, vous pouvez la souligner, peut-être celle-là, on va voir si on va l'utiliser. On vous dit que l'étincelle apparaît lorsque la tension aux bornes de la bougie est supérieure à 10 000 volts. D'accord ? Sur cette bougie, lorsque cette tension est supérieure à 10 000 volts, on va voir une étincelle qui va se déclencher. Mais peut-être quelqu'un va lire ce sujet, il va dire « Oh, ça c'est peut-être difficile » et vous allez voir que 90% des questions n'ont rien à voir avec tout ça. C'est juste des questions classiques d'un circuit RL. Donc voilà, première chose que vous devrez apprendre en résolvant cet examen. Donc on va continuer, voilà la première partie. Après, vous allez voir, on passe à des choses tout à fait normales. On vous donne un circuit RL avec un dipôle, une bobine, un générateur. La force électromotrice du générateur, 12 volts. Une bobine réelle de résistance interne, 1,5 ohm. D, c'est une résistance de valeur 4,5 ohms et K, un interrupteur. À T égale à 0, on va fermer l'interrupteur K et on vous dit des questions très classiques. Recopier ce schéma en représentant en convention récepteur les tensions aux bornes de chaque dipôle. 2. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité s'écrit sous cette forme. Ça on l'a déjà fait, mais on va le refaire brièvement. En précisant les valeurs des constantes A et taux. Donc on va rappeler comment déterminer les constantes d'une solution de l'équation différentielle. Ensuite, montrer par analyse dimensionnelle que taux est homogène à un temps. Donc je vais vous montrer deux méthodes qui permettent de montrer qu'effectivement la dimension de taux est un temps. Et enfin, on vous donne une courbe qui montre la variation de l'intensité du courant en fonction du temps. Et on vous pose quelques petites questions. Déterminer graphiquement taux et en déduire le courant en régime permanent. Et enfin, déduire l'inductance de la bobine en utilisant bien sûr ce schéma. Vous voyez, dans la première partie,
voyez, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec le texte qui est décrit au début du problème. Dans la deuxième partie, on vous dit on ouvre le circuit primaire à une date choisie comme date t égale à 0. L'intensité du courant diminue et une étincelle se produit. Donc quand il y a variation du courant, en fait, quand on ouvre le courant, ce qui se passe en fait, le courant va passer d'une valeur maximale à une valeur minimale. Vous allez avoir une variation très rapide du courant. Et ça, c'est vraiment le principe de l'induction. Ça, vous allez le comprendre après dans les cours de physique. Quand vous avez une variation rapide du courant électrique, vous allez avoir en fait une variation rapide du champ magnétique et par conséquent une variation de ce qu'on appelle le flux du champ magnétique. Et ça va induire une force électromotrice. Et c'est ça qui va induire l'étincelle. Mais vous n'êtes pas censé de savoir tout ça. Pour vous, on vous dit tout simplement laquelle des deux bobines est celle qui correspond à ce cas justifié. D'accord? On vous dit que l'intensité diminue et une étincelle se produit. D'abord, laquelle de ces deux expressions, donc là, on vous donne deux expressions du courant. On vous dit quand on ouvre l'interrupteur, est-ce que le courant va suivre celle-là ou celle-là? Donc vous allez répondre sans même connaître le problème d'étincelle. Et c'est uniquement vraiment dans la dernière question, on va profiter d'utiliser le principe des bougies. Donc les deux bobines du courbe A et B représentent des allures de l'évolution de l'intensité en fonction du temps pendant l'ouverture de l'interrupteur. D'accord? On vous dit les deux bobines, ils ont la même résistance et même inductance, ça veut dire et des inductances différentes, pardon. Donc ils ont même résistance et voilà, c'est très important. Sinon, s'ils ont même résistance et même inductance, on va avoir les mêmes courbes. Donc ils diffèrent par leur inductance, sachant que la tension U dans le circuit secondaire est proportionnelle à ce terme. Ben voilà, la tension, elle est liée à delta I sur delta T. Et je vais revenir sur ça quand on va répondre à la question. Et que l'allumage se fait d'une manière efficace, plus la tension est élevée. Donc voilà, c'est en jouant avec ces deux phrases-là que vous allez préciser facilement laquelle la bobine avec laquelle la bougie s'allume, est-ce que celle qui correspond à la figure A ou bien celle qui correspond à la figure B. Donc c'est un sujet qui me paraît très intéressant. Donc on va refaire tous les calculs de base d'un circuit RL, mais surtout vous devrez apprendre à manipuler un sujet avec un grand texte et dans souvent ce grand texte-là, vous n'allez pas l'utiliser en répondant aux questions. Bien, donc allons-y donc. Première question, voilà le circuit. On nous demande de représenter les tensions en convention récepteur. J'ai déjà expliqué ceci plusieurs fois. Donc si vous avez un générateur, première chose, indiquez laquelle est la borne positive. Deux manières d'indiquer la borne positive, soit on vous donne la flèche de la tension au bord du générateur et c'est ça la borne positive, soit on vous dit tout de suite, on vous indique directement la borne positive comme dans ce cas-là. Donc première chose, indiquer le sens du courant. Donc le courant, il sort par la borne positive. Et la tension en convention récepteur, il faut mettre des flèches dans le sens opposé au courant. Voilà le courant, il vient là, il descend et il faut mettre une flèche vers le haut. Donc voilà la tension au bord de la bobine, voilà la tension au bord de la résistance. Question 2. Montrons que l'équation différentielle vérifiée par I de t s'écrit sous la forme d de I sur d de t plus I sur tau est égal à une constante. Je répète, cette question, tout le monde doit le refaire avant de poursuivre la vidéo. C'est des choses que vous devrez faire maintenant et très très rapidement. Et c'est la méthode, elle est très classique. C'est toujours la loi d'additivité des tensions. Donc la tension fournie par le générateur se trouve partagée entre les tensions de tous les dipôles du circuit. On a deux dipôles, donc cette tension va être la tension aux bornes de la bobine plus la tension aux bornes du dipôle. Or la tension au bord de la résistance, c'est la loi d'Ohm, c'est R fois I. Et la tension au bord de la bobine, du moment que la bobine est réelle, c'est LD de I sur D de T plus RI égale à 1. Toujours faire attention, équation différentielle vérifiée par quoi? Donc là, on nous demande l'équation vérifiée par I. Parce que vous avez deux choses, soit on vous demande la tension vérifiée par I, soit par I de R. Pour là,
on a directement l'expression vérifiée par I. Donc je vais toujours l'écrire sous forme d de I sur d de T plus, donc je divise partout par L. Ici je mets I en facteur, donc grand R plus petit r divisé par L est égal à E sur L. Et comme je vous ai dit toujours, le terme, donc vous avez I seconde ou bien X seconde plus alpha X, ce alpha c'est l'inverse du temps de relaxation. Vous voyez bien que tout ce terme-là, c'est 1 sur tau. Donc par analogie, entre ces deux expressions-là, vous faites l'analogie, vous avez di sur dt, di sur d de t, r plus r sur L fois I, 1 sur tau fois I, donc 1 sur tau est égal à ce terme-là. Et donc on va déduire directement que tau est égal à L sur grand R plus petit r. Notez bien, c'est 1 sur tau qui est égal à ce terme-là. Et bien sûr, la constante A, par analogie avec cette expression-là. Donc vous faites l'analogie avec celle-là. Donc 1 sur tau, c'est, ou bien avec celle-là, donc c'est ce terme-là. Et A, bien sûr, c'est la constante qui est là. Donc A est égal à E sur L. Donc vous dites juste, par analogie avec l'expression donnée, on déduit que tau est égal et A est égal. Bien. On va montrer maintenant par analyse dimensionnelle que tau est homogène à un temps. Donc c'est quoi tau? Donc pour démontrer que tau est à une dimension d'un temps, on va donc prendre l'équation différentielle. Vous avez d de I sur d de t est égal à I sur tau, d'accord, plus quelque chose. Ça veut dire que la dimension de d de I sur d de t est égal à la dimension de I sur tau. Donc ça c'est une deuxième méthode. J'ai déjà montré une première méthode. Là c'est une deuxième. Donc vous voyez donc, puisque ce terme plus ce terme est égal à E sur L, ça veut dire tout simplement ce terme il a la même dimension que celui-là. Sinon je ne peux pas ajouter deux grandeurs qui ont des dimensions différentes. Donc vous avez la dimension de dI sur d de t égale à la dimension de I sur tau. Donc la dimension de I sur un temps est égale à la dimension de I sur tau. Vous simplifiez par I et vous avez directement la dimension de tau est un temps. Déterminer graphiquement la valeur de la constante du temps et celle de I0 du courant au régime permanent. Donc là, on vous donne la tangente qui est tracée. Donc j'ai déjà expliqué dans la première vidéo pour comment déterminer tau. Donc vous avez deux méthodes. Si on vous donne la tangente qui est tracée, il est préférable d'utiliser la méthode des tangentes. Vous cherchez le point d'intersection de cette tangente avec la courbe du régime permanent, celle-là. Le point d'intersection c'est celui-là. Vous faites la projection sur l'axe des temps et vous lisez la valeur. Et il faut faire très attention aux unités. Donc j'ai 10 microsecondes. Et pour I0, puisque c'est I en fonction du temps, en régime permanent, voilà le courant I0. Donc on le lit tout de suite d'après la courbe. Donc on dit, d'après la courbe, I0 est égal à 4 quoi ampères et tau égal à 10 microsecondes. Donc on déduire la valeur du coefficient d'inductance de la bobine. Donc on connaît que tau est égal à L sur grand R plus petit r. Donc grand L, ça sera tau facteur de grand R plus petit r. Donc on connaît grand R, on connaît petit r, on connaît tau. Donc ça c'est en ohm, ça c'est en microsecondes. Donc l'unité, ça sera micro-henri. Faites très attention aux unités. Donc micro-henri. Voilà, donc je rappelle, petit r c'est 1,5, plus 4,5, ça fait 6. Donc 6 multiplié par 10, ça fait 60 micro-henri. Bien, maintenant on passe à la deuxième partie. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'interrupteur. D'accord? À l'instant pris comme l'instant origine du temps. Et on vous dit quelle est l'expression de I de t. Est-ce que c'est celle-là ou bien celle-là? Comme j'ai dit dans la première vidéo, si on vous donne deux courbes à attribuer ou bien deux expressions, toujours regardez qu'est-ce qui se passe à t égale à 0, c'est-à-dire les conditions initiales. Donc à t égale à 0, j'étais en régime permanent, c'est-à-dire ici. Donc voilà le nouveau instant t égale à 0. C'est à ce moment-là qu'on ouvre l'interrupteur. Donc à t égale à 0, I était égal à quoi? Et t égale à I permanent. Donc je regarde t égale à 0 ici. J'ai 1 moins exponentielle 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc c'est à éliminer. Tout simplement, il faut dire que à t égale à 0, le courant I est égal
à I permanent, comme celui-là il est nul, donc c'est la deuxième expression qui représente l'expression de I en fonction du temps. Donc voilà, à t égale à 0, I de t égale à 0, l'expression de I de t, et donc ce terme-là, avec en même temps, vous pouvez déduire que B est égal à I0. Donc deux choses. On indique la valeur expression valable, mais en plus on peut déduire la valeur de B qui est égale à I0. Maintenant, on passe à la dernière question, et c'est là où il faut réfléchir un petit peu. On vous dit que pour avoir une étincelle dans la deuxième bobine, il faut que la tension soit le maximum possible. Et la tension, on vous dit, est égale à quoi? La tension, elle est proportionnelle à ce terme. C'est-à-dire, plus ce terme est grand, plus la tension qui va apparaître au bord de la deuxième bobine est maximale. C'est quoi ça? Delta I sur delta T. I, vous pouvez le considérer comme Y. T, c'est X. Donc vous avez delta Y sur delta X. Donc ça n'est autre que la pente de cette courbe. Ou si vous voulez, la vitesse de variation du courant en fonction du temps. Donc vous connaissez la vitesse dans l'espace, c'est delta X sur delta T, puisqu'on trace X en fonction du temps. Là, vous avez I en fonction du temps. Vous avez delta I sur delta T, représente donc la vitesse de variation du courant électrique. Donc, quelle est la vitesse la plus grande ici? Ah, ça me ressemble à quand on a fait en chimie l'évolution d'une réaction chimique. Hein. Si vous avez X ici en fonction du temps, donc cette réaction est plus rapide que celle-là. Parce que la vitesse de réaction, vous voyez ici, elle est proportionnelle à la pente. Ici, vous avez une grande pente. Donc, le courant varie très rapidement. Donc, bien entendu, c'est la bobine B qui va donner une étincelle maximale. D'accord? Pardon, voilà. Donc la tension induite au secondaire est proportionnelle à la vitesse, c'est ça qu'il faut comprendre, avec laquelle le courant varie. Comme la vitesse elle est plus grande pour la bobine B que pour la bobine A, vous voyez, c'est la bobine B où le courant tend rapidement vers 0. Donc la vitesse avec laquelle elle tend vers 0 elle est plus grande que celle que la bobine A. Donc la bobine B va assurer le meilleur allumage. Donc, voilà un exercice qui me paraît intéressant. Deux choses à comprendre dans cet exercice. N'ayez pas peur quand vous voyez un texte assez grand. Ah, d'accord, souvent, juste c'est des descriptions, mais les questions, très souvent, c'est très classique, relative bien sûr à ce que vous avez vu dans le cours. D'accord? Donc là, on a vu en fait le principe de l'induction découvert par Faraday et qui est un principe très important en électromagnétisme. Ça, vous pouvez le voir quand vous allez faire un peu plus tard le cours d'électromagnétisme. Donc, on va enchaîner donc par un autre sujet. Bien, donc là, on va enchaîner avec le baccalauréat 2009. Là aussi, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on va voir quelle est la différence entre le comportement d'une résistance et le comportement d'une bobine dans un circuit électrique. Donc ça, je l'ai expliqué tout au début de la vidéo, de la première vidéo que j'ai consacrée au circuit RL. Donc on va donner ici une résistance R1 de 48 ohms, celui-là, d'accord. R2, celle-là, elle est inconnue. Une bobine B de coefficient d'inductance L et de résistance interne R égale à R2. Donc, vous voyez que c'est en fait la résistance de cette branche, elle est la même que celle-là. C'est-à-dire on prend deux branches de même résistance. Dans une première phase, on ferme K2, on maintient K2 ouvert et on ferme K1. Donc je ferme K1 et celui-là est ouvert. Dans une deuxième phase, on fait l'inverse. On ouvre K1 et on ferme K2. Et on obtient deux courbes. La courbe A et la courbe B. Et bien sûr, les questions associées en justifiant chaque courbe à la phase correspondante, laquelle qui correspond au cas où K1 est fermé, K2 est ouvert, ou bien celle qui correspond à K1 ouvert, K2 fermé. Ensuite, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant dans le circuit au cours de la phase permettant d'obtenir la courbe B. D'accord.
Ensuite, on va dans la solution, toujours classique, déterminer les constantes de cette solution et déduire la valeur de L. Dans une deuxième partie, on charge complètement le condensateur précédent et on le décharge à travers une bobine. Donc ça, c'est déjà le circuit LC plutôt. Donc on va dans les variations de la tension aux bornes du condensateur et on vous dit déterminer le graphe qui correspond à cette expérience, sachant que la valeur de la pseudo-période voisine de celle de la période de l'oscillateur. Voilà une question de réflexion qui me paraît aussi intéressante. Donc allons-y. Donc là, quand je ferme K1, donc là, pour associer les courbes, toujours associer les courbes à chaque phase, toujours penser aux conditions initiales. Bon, si je ferme K1 et j'ouvre K2, quelle relation vous avez ici? Vous avez la tension au bord du générateur est égale à quoi? Est égale à la tension au bord de la résistance plus la tension au bord de D1 plus la tension au bord de D2. Donc cette tension-là, toujours la loi d'additivité de tension, le courant il sort par la bande positive et convention récepteur, la flèche est dans le sens inverse au courant, la flèche est dans le sens inverse au courant. Donc à t égale à 0, je dois avoir quoi? E est égal à R1 plus R2 fois I. D'accord? T égale à 0, donc I est égal à E sur R1 plus sur 2. Donc I est égal à une constante. Dans cette maille-là, quand je ferme K1, je vais faire E, la relation que je dois avoir, c'est E est égal à RI. Avec R, c'est R1 plus R2. Donc I est égal à une constante. Donc c'est très facile. Je cherche là où le courant est constant, c'est la courbe A. Donc la courbe A va correspondre à la première phase et par conséquent, la courbe 2 va correspondre à la deuxième phase. D'accord? Donc je répète, toujours considérez soit l'état initial, soit vous avez directement la réponse. Dans ce cas-là, faites juste la loi d'additivité des tensions ici. GE est égal à R1 plus R1 plus R2 fois I. Donc c'est la loi d'Ohm. Donc I est égal à I sur R. Donc I est égal à une constante. Là où c'est une constante, c'est la courbe A. Et bien sûr, j'ai déjà expliqué que le rôle d'une bobine, c'est d'empêcher, bien sûr avant, lorsque les deux sont ouverts, vous avez un courant I égal à 0. Et une fois que je ferme l'interrupteur K1, il passe directement le courant jusqu'à 120 mA. Il reste constant. D'accord? Alors que la bobine, lorsque celui-là est ouvert et je ferme K1, vous voyez bien que le rôle de la bobine, c'est d'empêcher cette discontinuité. La bobine dit au courant, vas-y doucement, il ne faut pas passer directement de 0 jusqu'à 120. Tu vas arriver à 220, mais il faut passer par un régime transitoire. Un régime transitoire jusqu'ici. Et là, vous avez un régime permanent et un régime transitoire. C'est ça le rôle de la bobine. D'accord? Donc pour vous, tout ce qu'il faut dire que si je ferme K1, j'ai I égale à RI, donc I est égal à une constante, donc c'est la courbe A. D'accord? Maintenant, on vous dit de déterminer l'équation différentielle pour la courbe B. Donc ça, il faut savoir que la courbe B correspond à quoi? Correspond à K2 fermé et K1 ouvert. D'accord? Voilà la courbe B. Donc je vais travailler dans cette maille-là. Donc toujours la loi d'additivité de tension, donc le courant il vient ici. Donc la tension au bord de la bobine en convention récepteur, c'est celle-là. Donc j'ai E qui va être égal à U de R1 plus U de B. Donc voilà, U de D1 plus U de B égale à E. Donc D1 c'est une résistance, donc R1 plus U de B, c'est R2 fois I, puisque la résistance interne de B, on l'a appelée R2, plus LD de I sur D de T égale à 0. Et donc, j'ai directement, donc ça c'est l'équation différentielle. On peut diviser partout par L, on peut le laisser comme ça, c'est pas grave, c'est l'équation différentielle vérifiée par I. Toujours, on va dans la solution, sous de la forme B plus A exponentielle moins lambda T, et on vous demande de déterminer A, B et lambda. Là aussi, la méthode, elle est classique. Il ne faut pas penser à quoi que ce soit. Toujours calculer tout de suite D de I sur D de T et remplacer dans l'équation différentielle. Donc D de I sur D de T,
La dérivée de A exponentielle alpha t, c'est alpha fois A. Donc alpha, c'est moins lambda. Donc moins A fois lambda exponentielle moins lambda t. Ensuite, je remplace dans l'équation différentielle qui est celle-là, je remplace I par sa valeur et d de I sur d de t par sa valeur. Donc ça vous donne cette équation-là. Après, vous avez deux étapes. D'abord, calculer d de I sur d de t, remplacer dans l'équation différentielle, et après, tout simplement, isoler tous les termes où vous avez l'exponentielle. Tous les termes. Vous mettez exponentielle en facteur. Donc, exponentielle en facteur de quoi ici? De A. Donc, A exponentielle carrément, parce que vous avez A des deux côtés. Donc, il reste ici R1 plus R2. Ensuite, moins lambda L. Voilà. Ensuite, je mets les termes constants. Les termes constants, c'est B facteur de R1 plus R2, moins E égale à 0. Et si vous avez exponentielle lambda t fois un terme plus un autre terme égal à 0, ceci ne peut être vrai quel que soit t, si et seulement si ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc j'ai grand K fois exponentielle moins lambda t plus P égale à 0, ça veut dire K égale à 0 et P égale à 0. Et donc je vais déduire tout de suite ce terme égale à 0, ce terme égale à 0, et par conséquent j'ai les deux constantes, lambda est égal à R1 plus R2 sur L, et j'ai B est égal à E sur R1 plus R2. Donc j'ai déterminé B et lambda. Oh, il me reste une constante, c'est A. J'ai trois inconnus, lambda, A et B. J'ai ici deux équations, j'ai déterminé comment deux. Comment déterminer la troisième? Je vous ai dit, si l'équation différentielle ne suffit pas pour trouver toutes les constantes, il faut toujours penser aux conditions initiales. Et ici, notez bien que à t égale à 0, qu'est-ce qu'on avait? Le moment où on a ouvert l'interrupteur K2, I bien sûr est égal à 0. D'accord? Et I0 est égal à quoi? Je remplace t par 0 et ça vous donne B plus A exponentielle lambda fois 0 égale à 0. Ça veut dire B plus A égale à 0. Donc B égale à moins A. Bien A égale à moins B. Et voilà, on a déterminé toutes les constantes. D'accord? Donc à t égale à 0. D'accord? Le K2 est ouvert. Donc au moment où je ferme l'interrupteur K2, la bobine empêche l'établissement du courant. Donc le courant reste égal à 0 à t égale à 0. Ça pour une bobine. Faites très attention à la différence entre une bobine et une résistance. Donc pour une résistance à t égale à 0, le courant est égal au courant permanent. Alors que pour une bobine, à t égale à 0, le courant est égal à 0. Est-ce que c'est bien clair là la différence entre, je reviens sur le schéma, pour vous expliquer ceci. Ça il faut le comprendre parce que c'est très important. Voilà. Vous voyez ici à t égale à 0, c'est ça. Et à t égale à 0, vous voyez bien que le courant I égale à 0 pour la bobine. Alors que pour la résistance, tout de suite à t égale à 0, le courant est égal à quoi? Est égal à 120 mA, c'est-à-dire est égal à sa valeur au régime permanent. D'accord? Donc pour une résistance, le courant passe tout de suite vers sa valeur maximale, alors que pour une bobine, il varie de façon continue. Ça veut dire à t égale à 0, il reste toujours égal à 0. Bien. Question suivante, on va déduire la valeur de L. Bien sûr, on a lambda est égal à R1 plus R2 fois L. Donc lambda, c'est 1 sur tau, bien sûr. Et on va d'abord déterminer, voilà, attention ici, là il y a un problème. Puisque pour déterminer lambda, il faut utiliser la courbe. Mais on ne connaît pas la valeur de R2. D'accord? Donc ici, notez bien, là, c'est 1 sur tau. C'est l'inverse de la constante du temps. Ça, d'abord, première chose à remarquer. Hein? D'accord? C'est moins lambda fois t, alors que d'habitude, c'est exponentielle moins t sur tau. Donc, lambda, c'est l'inverse de la constante du temps. Donc, je peux déterminer lambda à partir de la courbe. Mais, je ne connais pas R2. Pour déterminer L, il faut déterminer R2. Et là, il faut toujours penser au deux cours qu'on vous donne. Donc, il faut chercher sa valeur, la valeur du courant au régime permanent. D'accord? Donc, la valeur du courant au régime permanent est égale à quoi? Vous avez E est égal,
j'utilise la maille première, c'est-à-dire là, je reviens pour vous montrer sur le schéma, j'aurais dû le copier, voilà. Si K1 était fermé et K2 est ouvert, vous avez quoi? Vous avez E est égal à R1 plus R2 fois I. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser pour déterminer R2. Donc, j'ai E est égal à R1 plus R2 fois I, et c'est I permanent, parce que I ici il est constant. Donc, R2 va être E sur I permanent moins R1. E et les données, c'est 6 volts. Courant permanent, c'est 120 milliampères. Très attention, transformé en ampères. Et bien sûr, moins R1, c'est donné dès l'annoncé, c'est 48. Et donc, on trouve 2 ohms. Voilà, ça c'est aussi une question de réflexion. Il faut toujours penser à utiliser le courant permanent. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, le courant permanent sert toujours à déterminer des résistances. Ça, mettez-le dans la tête. Et vous voyez, on a profité ici de la valeur du courant permanent pour déterminer la valeur de R2. Maintenant, lambda, c'est l'inverse du temps de relaxation, la constante du temps, qui est aussi temps de relaxation, hein, puisque la tangente est tracée, donc on va utiliser la méthode des tangentes. Donc voilà l'intersection de la tangente à l'origine avec la droite y égale I permanent. Vous faites la projection sur l'axe des temps, bien sûr, et ça vous donne taux, c'est cette valeur-là. Donc taux, c'est combien? C'est 20 d'unités millisecondes. Et donc L est égal à R1 plus R2 sur lambda. 1 sur lambda, c'est 20, 1 sur 20. Donc ça vous donne 50 fois 20, transformer millisecondes en secondes, et on trouve 1 Henri. Donc on passe à la dernière question, qui est aussi une question très intéressante à mon avis. On vous dit on charge complètement le condensateur de capacité 0,1 farad et on décharge la bobine à travers ce condensateur. Et on vous donne les deux courbes possibles, celle-là et celle-là, laquelle qui correspond à l'expérience. Bon, d'abord il faut chercher qu'est-ce qui change entre la courbe B et la courbe C et la courbe D. J'ai un régime pseudo-périodique, j'ai un régime pseudo-périodique. Hein, l'intensité diminue en fonction du temps, l'intensité diminue en fonction du temps. Les conditions initiales sont les mêmes. J'ai I maximal, UC maximal, UC maximal. Bon, donc, qu'est-ce qui change? Si je fais très bien attention, puisqu'on me parle de la pseudo-période dans la question, donc je dois penser à la pseudo-période. Et vous voyez bien que la pseudo-période de cette courbe n'est pas la même que celle-là. Donc il suffit de calculer la pseudo-période, puisqu'on vous donne la valeur de C et on connaît la valeur de L. Et on va calculer T, en supposant que T est égal à T0, et on trouve 2 secondes. Et donc je regarde dans quel cas j'ai 2 secondes. Est-ce que dans celle-là ou dans celle-là? Vous voyez bien qu'ici 1 plus 1 c'est 2, alors qu'ici vous avez 1 plus 1 plus 0,5. Donc ici vous avez 2,5 secondes, ici vous avez 2 secondes. Donc c'est bien la courbe de la figure C qui correspond, car la période est de l'ordre de 2 secondes. Donc voilà pour ce sujet de 2009 que je pense aussi intéressant. Donc on enchaîne toujours par le sujet 2009. Vous voyez, en 2009, on a posé, que ce soit en première session ou au rattrapage, le circuit RL. Donc la première partie, donc, c'est l'étude d'une bobine. Donc on vous dit, vous avez 2 groupes d'étudiants. Un premier groupe a fait cette expérience-là, un générateur, une résistance, une bobine. Et après une résistance de 50 ohms, un générateur de 6 volts. Et là, essayer de mesurer le courant en fonction du temps. Et il a trouvé cette courbe-là. Question classique, déterminer l'équation différentielle vérifiée par I. On vous donne la solution, on vous demande juste de vérifier que ça, c'est solution de l'équation différentielle. Ensuite, profitez de la courbe pour déterminer la valeur du courant en régime permanent. Ensuite, déduire la valeur de la résistance interne de la bobine. Puis déterminer graphiquement taux. Et toujours question après taux, c'est déduire L. Maintenant, un deuxième groupe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé le condensateur et il l'a déchargé. Il vous donne la valeur de la capacité. Et puis, il a utilisé E égale à 6 volts pour le charger. Puis, donc, première étape, il a d'abord chargé le condensateur. Ensuite, il l'a déchargé dans la bobine B.
et visualiser à l'oscilloscope. Sur la page suivante, il a visualisé cette courbe-là, c'est-à-dire la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Question, dessiner le schéma utilisé pour la décharge d'un condensateur à travers une bobine, justifier pourquoi il y a amortissement, pourquoi on a un régime pseudo-périodique, déterminer graphiquement la pseudo-période, en déduire la valeur de la bobine, et comparer par rapport à ce que le premier groupe a trouvé. D'accord. Quelle est la nature de l'énergie magnétique? Je vais expliquer comment travailler ce type de question quand on vous pose la valeur de l'énergie magnétique à un instant t donné. Ensuite, le deuxième groupe a monté la bobine B et le condensateur précédent en série avec un générateur. D'accord. Il va se faire un circuit RLC cette fois-ci. Et la tension du générateur qui est utilisé n'est pas 6 volts mais K fois I. C'est un générateur qui fournit une tension qui est proportionnelle au courant. Et on peut changer la valeur du K. Et quand K est égal à 50, les oscillations sont entretenues. Ça veut dire quoi? Entretenues, ça veut dire on est passé d'un régime pseudo-périodique à un régime périodique. Si K est égal à 50. Et à partir de là, trouver la résistance interne de la bobine et comparer bien sûr à ce qu'a trouvé le premier groupe. Donc voilà un sujet intéressant et on va voir tout ce qui concerne les bobines, équation différentielle, énergie magnétique et vérifier l'équation, la solution qu'on vous donne, est-ce qu'il vérifie l'équation différentielle. Ensuite, on va voir un aperçu sur le circuit RLC, mais je vais revenir sur le circuit RLC en détail en lui consacrant une vidéo complète prochainement. Bien. Donc, les premières questions, je vais passer rapidement. L'équation différentielle, donc c'est classique. Générateur, remarquez là où la bande positive, indiquez le sens du courant, mettez les flèches en convention récepteur et la loi d'activité des tensions, remplacez chaque tension par sa valeur et on a directement l'équation différentielle. Maintenant, on l'a fait plusieurs fois. Maintenant, on ne vous demande pas de déterminer des constantes. On vous demande juste de vérifier que ça est une solution. Et pour qu'il soit une solution, bien sûr, il faut trouver l'expression de taux et de I0. Donc toujours la méthode classique, on calcule la dérivée de d de I par rapport au temps et on remplace dans l'équation différentielle. Donc j'ai remplacé ici d de I sur d dt par sa valeur. Ensuite j'ai remplacé ici I par sa valeur. Donc I0, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux fois grand R plus petit r fois L est égal à E sur L. Il n'y a pas ici, donc ce terme n'apparaît pas ici. Faites attention. E sur L. D'accord? C'est juste copier-coller. Bien. Deuxième étape, quoi? Mettre tous les termes où il y a exponentielle en facteur. Donc, exponentielle moins t sur taux, vous avez ici I0 sur taux, je vais le mettre, et vous avez ici I0, facteur de R, grand R plus petit r sur L, avec un signe moins, est égal à E sur L. Et bien sûr, plus un terme constant ici, c'est I0 fois grand R plus petit r sur L, elle est là. Donc, ce terme est égal à 0, donc on peut mettre ici moins égal à 0, si et seulement si le coefficient de l'exponentielle est égal à 0 et l'autre constante est égal à 0. Donc on peut faire ici moins égal à 0. Voilà. Donc ce terme égal à 0, quel que soit t, si et seulement si toute la constante qui multiplie l'exponentielle est égale à 0, et la deuxième constante, elle doit être aussi égale à 0. Donc je peux déduire tout de suite qu'au taux, en simplifiant ici par 0, qu'au taux sur A est égal à A. Donc il manque un A ici, il manque un A. Donc voilà, donc il n'y a pas de A ici. Je vais essayer de rester, je crois, il y a un problème ici, il n'y a pas de A. Vous voyez bien que si I0 sur taux, donc je mets juste I0 en facteur, d'accord? Donc ce terme égal à 0, je factorise par I0, donc il va vous rester 1 sur taux, moins R plus grand R sur L égale à 0, d'accord, égal à 0, oh là là, j'ai oublié des choses ici, ça égale à 0, voilà, donc taux est égal à L sur grand R plus petit r. Et la même chose, ici vous avez I0 facteur de grand R plus petit r sur L
est égal à E sur L. En simplifiant par L, vous avez I0 est égal à E sur grand R plus petit r. Donc ça c'est correct. Et là aussi, taux est correct. D'accord? Donc faites attention, il n'y a pas de A ici. Et là, j'ai oublié égal à 0. Bien. On continue donc, déterminons la valeur de I0 et de R. Donc toujours I0, il faut passer à la courbe, c'est le régime permanent. Donc vous dites juste d'après la courbe, I0 c'est le régime permanent, donc c'est 60, faites attention aux unités, c'est 60 mA. Ensuite, pour déterminer petit r, on va chercher l'expression de I0. Ah, je vous ai dit toujours que la valeur de I0 permet de retrouver la valeur des résistances. Or, en régime permanent, vous revenez sur l'expression de tout à l'heure, bien sûr, on vient de le montrer, voilà, I0 est égal à E sur grand R plus petit r. D'accord? Donc, je connais I0, je connais grand E, je connais grand R, donc je peux déterminer petit r. Donc, faites l'application numérique, donc petit r est égal à E sur I0 moins grand R, et on trouve 50 ohms. Bien. Maintenant, on va déterminer graphiquement taux. Donc, vous voyez, c'est pratiquement les mêmes questions. Déterminer la valeur soit de la tension, soit du courant en régime permanent. Utiliser son expression en fonction de résistance pour déterminer la résistance. Et tout de suite, taux, bien sûr, on vous donne la tangente qui est tracée. Donc, il faut utiliser la méthode des tangentes. Donc, l'intersection de cette tangente avec la droite Y est égale à I permanent. Son abscisse, c'est taux. Et vous voyez bien que taux ici égale à 10. C'est 10 quoi? 10 millisecondes. Or, taux, on vient le montrer, est égal à L sur grand R plus petit r. Donc, je déduis tout de suite la valeur de L est égale à taux facteur de grand R plus petit r. Donc, grand R plus petit r, 50 plus 50, ça fait 100. Fois 10, c'est 10. Fois 10, donc 50 plus 100, 100 fois 10, c'est 1000. 1000 fois 10 moins 3, ça vous donne 1. Donc, c'est 1 Henri. On enchaîne. Donc, on vous dit maintenant de donner le schéma expérimental qui correspond à l'expérience qui consiste à charger un condensateur, puis à le décharger à travers une bobine. Donc, le schéma, c'est celui-là. Vous avez un générateur, vous avez ici un interrupteur. Sur la position 1, on charge le condensateur. Une fois qu'il est complètement chargé, on va mettre l'interrupteur sur la position 2. Donc voilà le schéma expérimental. Donc la position 1, charge du condensateur. Vous pouvez ajouter ces phrases pour bien expliquer ce schéma. Position 2 correspond à la décharge du condensateur à travers la bobine. Question suivante, on vous dit justifier pourquoi vous avez un régime pseudo-périodique. Pourquoi vous avez un amortissement. Et là, très simple, il suffit de dire que la bobine possède une résistance interne et ce sont les pertes par effet Joule dans la résistance qui font que l'amplitude de la tension au bord du condensateur diminue. Donc il y a amortissement car la bobine possède une résistance interne. Ensuite, en considérant la période égale à la pseudo-période, déterminer cette pseudo-période et en déduire la valeur de L. Bon, il suffit de lire sur la courbe. Je vous rappelle, la période, c'est le temps entre deux maximums consécutifs. Donc, vous avez un premier maximum, un deuxième. Donc, ce temps-là, vous lisez entre 20 et 40. Donc, c'est 20 millisecondes. Voilà. Or, T est égal à T0, c'est 2 pi racine de L sur C. On donne la valeur de C. On vient de déterminer T0 égale à 20 millisecondes. Donc, on va déduire L égale T0 au carré sur 4 pi carré fois C. Pour l'application numérique, on vous dit P carré égale à 10. Donc, vous faites 20 au carré sur, donc bien sûr, transformer 20 millisecondes en secondes. Et vous voyez, c'est un calcul que vous pouvez faire sans calculatrice. Vous avez 10-6 qui va simplifier avec 10-6. 20 au carré, c'est 400. 10 fois 10, 20 fois 4, c'est 400. 400 sur 400, on trouve bien 1 Henri. Maintenant, on vous dit juste la nature de l'énergie emmagasinée dans un circuit à l'instant t égale à 25 millisecondes. Quand on vous pose des questions sur l'énergie dans un circuit RC ou RLC, toujours on va vous donner des temps qui correspondent soit à des maximums, soit à des minimums du courant ou de la tension. Donc ça, c'est toujours le cas. Par exemple ici, allez dans la courbe et vous remarquez que
la tension au bord du condensateur, il est nul à 25 millisecondes. Voilà 20, voilà 30, donc on voit 25 millisecondes. Or, la tension au bord d'un condensateur, c'est 1 demi C fois UC au carré. Donc, si la tension est nulle, ça veut dire l'énergie électrique est nulle. Et donc, l'énergie est de nature magnétique. Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur, elle est nulle. Vous pouvez ajouter entre parenthèses UC égale à 0, donc 1 demi C UC au carré égale à 0. Et par conséquent, l'énergie magnétique emmagasinée par le circuit RL, l'énergie emmagasinée par le circuit RL est de nature magnétique. Donc je vous rappelle, un condensateur emmagasine de l'énergie électrique et une bobine emmagasine de l'énergie magnétique. Maintenant, on vous dit si on monte en série avec le circuit précédent, voilà le circuit précédent LC, on va monter un générateur qui fournit une tension K fois I. D'accord? Donc, si je mets ici un générateur de tension K fois I, j'applique la loi d'additivité des tensions. Vous voyez bien, K fois I est égal à I de C plus I de L. D'accord? Or, I de L, c'est R fois I plus L d de I sur D de T. I de C, je le laisse, est égal à K fois I. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur. Donc, L d de I sur D de T, je ramène R I de l'autre côté, plus I de C est égal à K moins R fois I. Or, je vous rappelle, I de C, c'est Q sur C. Je dérive cette équation-là. On va faire la dérivée. L d carré de I sur dt carré, plus 1 sur C d de Q sur d de T, qui est tout simplement égal à I, est égal à K moins R d de I sur d de T. Donc, vous voyez bien qu'on a ici une équation de deuxième ordre, x seconde plus oméga carré x égale un terme de premier ordre. Et c'est le terme qui correspond qui est responsable de l'amortissement, c'est la dérivée première. Donc pour annuler la dérivée première, il faut tout simplement que K moins R soit égal à 0. Et donc K est égal à R, or on nous donne K égale à 50, et on retrouve bien la valeur de l'énergie interne de la bobine que le premier groupe a déjà calculé par une autre méthode. Et donc les deux groupes ont trouvé exactement la même chose. Donc voilà aussi un sujet qui est très intéressant, celui de 2009. Bien, on enchaîne avec l'examen de 2013. Et vous allez voir, c'est exactement photocopié de l'examen 2009. Donc souvent, on vous donne au baccalauréat des sujets pratiquement à 100% identiques à d'autres sujets qui ont été déjà proposés. Et ça, je trouve que c'est bon, c'est très bien pour vous, mais ça vous encourage à apprendre et non pas à comprendre. Moi, je veux que vous compreniez comment résoudre un problème. Donc, par conséquent, quelle que soit la nature du problème, vous pouvez répondre aux questions. Donc voilà, là aussi, on vous donne deux groupes d'étudiants, comme en 2009, deux types d'expériences, pour déterminer l'indictance d'une bobine, d'un haut-parleur. Les premiers ont étudié un circuit RL. Ils ont étudié l'établissement du courant et question qu'ils ont choisi une résistance de 42 ohms, un générateur de 12 volts. On vous dit déterminer l'équation différentielle classique, déterminer les constantes, vérifier qu'au taux à la dimension d'un temps. Donc on va voir la deuxième méthode qui permet de montrer qu'au taux à la dimension d'un temps, et puis déterminer graphiquement petit r et L. Pour la deuxième expérience, il a fait la même chose que le deuxième groupe de 2009. Il va faire un circuit RLC. D'accord? Donc, il va montrer, d'abord, visualiser la tension aux bornes. Donc, quel est le régime de la figure 4? Donc, à l'aide d'un dispositif, on enregistre la tension aux bornes du condensateur. Donc, ça, c'est I de C. Quel est le régime représenté par cette courbe? Déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de C. En supposant un lapsus de période égale à la période, déterminer la valeur de L. Déterminer l'énergie perdue par effet Joule. La seule question qui diffère, que celle-là, par effet Joule dans le circuit entre deux temps t égale à 0 et 3t demi. Pour compenser l'énergie perdue par effet Joule, on utilise, c'est une question classique, un générateur qui fournit K fois I. Dans le cas donné, déterminer l'équation différentielle vérifiée par Q de T, dans ce cas-là bien sûr, et en changeant la valeur du K, ici K est égal à 208,4, on obtient un régime harmonique, c'est-à-dire périodique. Donc, et vérifier la valeur de la résistance trouvée par le premier groupe, puisque on trouve la même chose. Donc, vous voyez,
C'est deux expériences, mais la méthode c'est toujours la même. Donc je vais aller un peu plus vite là parce que c'est classique. Donc vous avez un circuit RL, la loi d'additivité des tensions, donc toujours un générateur, sens du courant bien déterminé, les tensions en borne des dipôles, convention récepteur, donc la flèche dans le sens inverse. Vous avez E est égal à U de L plus U de R. Là, on travaille avec une résistance réelle, donc il ne faut pas oublier de mettre la résistance interne de la bobine. Et donc, on arrive à cette équation différentielle. Sauf que ici, c'est l'équation différentielle vérifiée par U de R. En 2009, on vous a demandé de déterminer l'équation différentielle vérifiée par I. Mais vous voyez que si vous connaissez l'équation différentielle vérifiée par I, il suffit de multiplier par tout par R. D'accord? C'est ça où il faut faire attention. Donc là, on nous demande l'équation différentielle vérifiée par U de R. Or, U de R est égal à R fois I. Donc chaque fois que j'ai le courant I, je vais le remplacer par U de R sur R. Et voilà l'équation différentielle. Donc maintenant, par analogie, on vous donne la solution, s'écrit sous cette forme. Donc en faisant l'analogie, vous voyez bien qu'il faut mettre bien sûr I de R plus quelque chose pour faire l'analogie. Donc ce terme, vous voyez bien que taux est égal à L, D de L sur grand R plus petit r, et que la constante A, c'est ce terme-là. D'accord? Donc on a déterminé taux et A. Vous voyez, c'est juste des fois, on vous pose la question d'une autre manière, mais toujours le principe, c'est le même. Hein? Donc là, on vous donne la solution, la forme de la solution, et uniquement par analogie. Des fois, on vous donne l'expression de la solution, il faut remplacer dans l'équation différentielle, mettre l'exponentielle en facteur et déterminer les constantes. Vous voyez, il y a les deux méthodes qu'on peut utiliser. Maintenant, la dimension de taux, donc là j'ai déjà donné une méthode, voilà une deuxième méthode. Il suffit de dire que U de L c'est L fois D de I sur D de T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension de L va être la dimension d'une tension fois la dimension du temps qui est seconde divisé par la dimension du courant qui est l'ampère. Or, taux c'est L sur R. Donc la dimension de taux, ce sera la dimension de L, qui est ce terme-là, volt seconde par ampère, divisé par résistance qui est ohm. Or, d'après la loi d'Ohm, U égale à RI. Ça veut dire le volt, c'est le ohm fois l'ampère. Donc ohm fois l'ampère, c'est le volt. Donc, en simplifiant par le volt, vous avez bien que taux a la dimension d'un temps, c'est-à-dire seconde. Maintenant, en déterminant R et L à partir du régime permanent, vous voyez bien ici que c'est U de R, c'est pourquoi ils n'ont pas la même valeur au régime permanent. Donc ça c'est le courant, et ça c'est U de R. Hein. C'est U de R, pardon, ça c'est U de R. Hein. Donc c'est la tension U de R. Donc ça c'est la tension I de R, donc voilà I de R maximum, et notez bien que du R max n'est pas égal à E. E c'est 12 volts, et voilà UR max. Hein. Donc pour déterminer petit r, toujours utiliser le régime permanent et la valeur du régime permanent de U de R, d'après cette courbe, c'est combien? C'est 10 volts. Et or, à quoi est égal? Si U est constant, c'est-à-dire en régime permanent, I de R est égal à A. Or, A, on vient de montrer qu'il est égal à R fois E sur grand R plus petit r. Donc là, à partir de cette courbe, je détermine la valeur du régime permanent. Dans ce cas, c'est U de R. Des fois, ce sera I, mais là, puisqu'on représente U de R, donc je détermine la valeur de R fois E sur grand R plus petit r. Qu'est-ce qui est donné? On connaît grand E, on connaît grand R, et donc je vais déterminer petit r. Donc petit r, tout ça c'est connu, grand R c'est donné, grand R c'est 12, 42, E égale à 12 fois 10 moins 42, ça vous donne 8,4. Donc vous voyez, toujours on utilise la valeur du régime permanent pour déterminer des résistances. Vous voyez, c'est toujours le même principe, hein, exactement le même. Ensuite, on va déterminer taux, et là, faites très attention. Ah, ici, on ne vous donne pas la tangente qui est tracée. Donc, il ne faut pas utiliser la tangente, parce que vous risquez de faire une erreur quand vous allez tracer la tangente à l'origine. Donc, si on ne vous donne pas la tangente, n'utilisez pas la méthode des tangentes. Utilisez l'autre méthode. C'est quoi? Si t est égal à taux, vous savez que U est égal à 0,63, sa valeur maximale.
Donc la valeur maximale c'est 10, faites attention, c'est 10 et non pas 12. Et donc vous faites 0,63 fois 10, ça vous donne 6,3. Je viens sur la courbe, 6,3 c'est cette valeur-là, je fais la projection et je trouve taux. Et je trouve 4. Donc taux est égal à 4 millisecondes. D'accord? Je répète, si la tangente n'est pas tracée, là vous avez le courant qui augmente. Si t est égal à taux, U égale à 0,63 U max, devient 0,63, c'est 1 moins 1 sur E, c'est égal à 0,63, c'est exponentielle moins 1. 1 moins exponentielle moins 1, ça vous donne 0,63. Et donc, ça vous donne 6 multiplié par UR qui est 10, ça vous donne 6,3. Je vais sur la courbe, je cherche 6,3, la projection, et je détermine taux. Donc taux est égal à L sur grand R plus petit r. Je connais maintenant petit r, je viens de le calculer. Je connais grand R, je connais taux. Je peux calculer L égale à 0,2 Henri. N'oubliez pas de transformer le milliseconde en seconde. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième expérience, circuit RLC. Donc, quel est le régime que vous observez ici? C'est un régime oscillatoire, mais est-ce qu'il est périodique ou pseudo-périodique? Vous comparez l'amplitude maximale. Vous voyez ici, sa valeur, il a diminué d'un petit peu, il a diminué encore, donc c'est un régime pseudo-périodique. C'est-à-dire l'amplitude diminue au fur et à mesure que le temps augmente. Si l'amplitude reste constante, on l'appelle régime périodique. Celui-là, c'est un régime pseudo-périodique. Bon, l'équation différentielle, c'est classique. Vous notez la direction du courant, ensuite les flèches dans le sens inverse au courant électrique. Vous voyez bien que le courant il vient là, donc la flèche est dans le sens. Le courant il arrive, il monte, la flèche est dans le sens. Le courant il monte, la flèche est dans le sens. Donc je suis bien en convention récepteur pour les trois dipôles. Donc tension au bord d'une résistance R' fois I, au bord de la bobine RI plus LD de I sur D de T, au bord du condensateur c'est I de C. Et ça, vous savez bien sûr, l'équation différentielle vérifiée par quoi? Par I de C. Donc je dois chercher l'expression de I en fonction de I de C. Donc ça, on l'a bien étudié en circuit RC. Voilà, vous écrivez rapidement dans le brouillon I égale à D de Q sur D de T. I de C est égal à Q sur C. Et donc vous avez I est égal à C fois D de IC sur D de T. Et la dérivée de I par rapport au temps, ça sera C fois D carré de I de C sur DT carré. Donc DT carré ici, et non pas DT ici au carré. DT carré. Donc, de temps en temps, il y a des erreurs de frappe. DT carré. Voilà. Donc, vous remplacez ici et vous trouvez bien sûr, vous trouvez l'équation différentielle vérifiée par I de C. Donc D carré de IC sur DT carré plus R' plus petit r sur L D de IC sur D de T plus 1 sur LC I de C égale à 0. Donc vous voyez, c'est une équation où il y a une dérivée seconde, une dérivée première qui est responsable de l'amortissement et une constante fois I de C. En admettant que la pseudo-période est égale à la période, déterminer la valeur de l'inductance. Donc on cherche la période à partir, la pseudo-période on vous la donne, c'est 2π sur 5 millisecondes. Bon, T est égal à T0, 2π racine carrée de L sur C. On connaît la valeur de C, donc je peux déterminer L. Donc c'est T, c'est 2π sur 5 au carré, c'est 4π carré sur 25. Sur 4π carré, 0,2 10 moins 6. Vous voyez bien que le calcul se simplifie. 4π carré avec 4π carré. Donc 1 sur 25. 10 moins 6 va se simplifier. Donc 1 sur 50. Et ça veut dire 1 cinquième qui est 0,2. Donc ça vous donne 0,2 Henri. Déterminer l'énergie perdue par effet Joule dans le circuit entre T égale à 0 et T égale à 3 demi de T. Donc là aussi, très important, regardez juste, est-ce que c'est la tension est maximale ou minimale. Donc si T égale à 0, vous voyez bien que la tension est maximale. Donc l'énergie emmagasinée, c'est une énergie purement électrique. À T égale à 3 demi de T, donc voilà une période T, plus 1 demi de T. Donc c'est ce point-là. Là aussi, vous avez une tension qui est maximale. D'accord? Donc là, je cherche la variation de l'énergie entre deux instants où la tension au bord du condensateur est maximale. Or, si Q est maximal,
D'accord? À quoi est égal I? I égale à d de Q sur d de t. Donc l'énergie emmagasinée aux instants t égale à 0 est purement électrique. Parce que l'énergie magnétique, elle est nulle. Pourquoi l'énergie magnétique est nulle? Parce que l'énergie magnétique, c'est 1/2 L fois I au carré. Or, vous savez en maths, quand une fonction passe par un maximum ou bien par un minimum, sa dérivée est nulle. Donc la dérivée de Q par rapport au temps en ce point et en ce point, elle est nulle. Et donc l'énergie, elle est purement électrique. Et donc l'énergie magnétique, elle est nulle. D'accord? Et par conséquent, l'énergie magnétique, elle est nulle. Donc qu'est-ce qu'on nous demande, nous? Déterminer l'énergie perdue par F joule. Donc la variation de l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique, c'est l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est 1/2 CUC au carré. Donc delta T, la variation de l'énergie entre T égale à 0 et T égale à 3T sur 2, ce sera uniquement la variation de l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc c'est l'énergie du condensateur à T est égale à 3T moins l'énergie emmagasinée par le condensateur à T égale à 0. Or, l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est 1/2 C fois UC au carré. Donc, je vais chercher I de C à T égale à 0. C'est cette valeur-là, je dois lire. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4,5. Et en ce point, I de C est égal à combien? Est égal à moins. Donc, vous avez ici 1, 2, 3, 3. Point une erreur, donc ça c'est 4,5 et non pas 3,5. Vous avez 1, 2, 3, 4,5. Alors que ici, à t égale à 3 t/2, vous voyez bien que vous avez ici U de c égale à 1, plutôt moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 3,5. Donc, ce qui explique pourquoi j'ai mis ici 3,5 au carré, d'accord, c'est l'énergie emmagasinée par le condensateur à T est égal à 3,5 de T, moins 4,5 au carré, l'énergie emmagasinée par le condensateur à T égale à 0. Et bien sûr, c'est une variation négative, parce que l'amplitude diminue. Donc, le condensateur se décharge au fur et à mesure que le temps augmente, donc l'énergie emmagasinée va diminuer. Et donc, l'énergie perdue entre ces deux instants, c'est 8 fois 10 moins 7 joules. Bien, on passe maintenant à la dernière partie qui est très classique, l'équation différentielle vérifiée par Q de T, c'est toujours la loi d'additivité des tensions. Lorsqu'on met ici un générateur de force électromotrice K fois I, donc vous faites juste R plus petit r fois I plus L d de I sur d de T plus Q sur C. D'accord? Autrement dit, c'est l'équation précédente, il suffit de mettre K fois I dans le deuxième terme, à la place de E. Or, d'accord, I de C est égal à Q sur C, donc je vais remplacer aussi ici tout par Q, hein, d'accord, ça c'est l'équation en fonction de I de C. Pardon. Donc dérivée seconde de I de C, c'est la dérivée seconde de Q, donc il suffit de diviser par C partout. Dérivée première, c'est la dérivée première de Q. Et donc d carré, d de Q plus Q. Donc voilà l'équation totale. D'accord, donc vous avez qu'il y a une dérivée seconde, une dérivée première. Toujours c'est la dérivée première qui est responsable du terme d'amortissement. Et plus oméga carré fois Q égale à 0. On vous dit qu'on ajuste la valeur de K égale à 208 pour obtenir des oscillations harmoniques. Pour que les oscillations soient harmoniques, toujours mettre ça dans la tête, il faut que la dérivée première soit nulle. Comme ça, vous avez toujours une équation différentielle de la forme x seconde plus oméga carré x égale à 0, dont la solution est une solution harmonique, périodique, c'est-à-dire en cosinus ou bien en sinus. Donc si k est égal à 208, ce terme est égal à 0, et donc on va déduire, en posant ce terme égal à 0, ça veut dire le numérateur est nul, autrement dit grand R' plus petit r est égal à k, donc je peux déduire la valeur de R qui est égale à k moins grand R, et on trouve bien 8,4 qu'a trouvé le premier groupe d'étudiants. Donc voilà, c'est pratiquement 1 heure, donc je vais arrêter ici pour ces sujets-là. Donc toujours, essayez de partager la vidéo un maximum avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne. Bientôt, je vous aurai d'autres sujets qui vont traiter d'autres thèmes, peut-être le circuit RLC
ou bien les ondes lumineuses, où on parlera un peu de mécanique, de la chimie, l'oxydoréduction, les acides et les bases. Bref, il y aura d'autres productions. Donc, à très bientôt.